maintenant appeler le panel suivant. Alors Karine Rieland, directrice commerciale digitale de Prisma Media, Caroline Duré, directrice générale adjointe de Radium One, et Pierre-Antoine Durja, CEO d'Adventory. Merci à tous les trois. Alors on a beaucoup parlé, on vient de parler de data. On va recentrer le discours sur la créativité. Et avant de commencer les échanges, je voudrais vous demander tous les trois rapidement votre définition de la créativité en 3 mots. Je commence. Karine. Ok. Moi, je dirais que c'est savoir surprendre, étonner, savoir aussi engager du coup les consommateurs, les lecteurs. C'est savoir aussi se différencier, ça c'est évidemment important. Prendre en compte évidemment et respecter l'ADN de marque. Et puis évidemment la créativité ne doit pas perdre de vue aussi la notion, on va dire, d'efficacité, ça c'est primordial. Et puis la créativité elle passe aussi par le moyen de diffusion, et notamment lorsqu'on est sur des marques médias sur le print et sur le digital. C'est important évidemment d'être en phase avec les marques et le contexte où on va diffuser cette création pour qu'elle soit engagée, partagée, et qu'on aille même jusque la viralité. Donc c'est trouver une alchimie entre la création, la marque média et l'annonceur. Caroline ? Alors, moi, je dirais que la créativité, c'est pas simplement l'association de mots, images, contenu, format. C'est avant tout une émotion. Et une émotion, c'est pas des rires, des larmes dans une créa, c'est pas ce qu'on attend. Mais c'est effectivement, c'est ressentir quelque chose, être réceptif. L'émotion, après, elle peut passer. Et à partir du moment où il y a émotion, déjà, c'est qu'il y a efficacité. L'émotion, elle peut passer par plusieurs expériences. Ça peut être une expérience de drive to store, ça peut être une scénarisation bien orchestrée. On m'a adressé un message A et en fonction de ma réaction, on va m'adresser le message B ou C. Ça peut être tout simplement le bon format qui est adressé à la bonne personne, ce qui est déjà énorme en termes de créativité. Et puis voilà, ça peut être une histoire de contenu. Donc, à mon sens, un consommateur, il n'attend pas simplement d'être exposé, il attend de vivre une expérience qui doit être suffisamment forte pour accorder son attention. Voilà, Graal absolu, s'il peut le partager, c'est le summum. Je vais avoir peut-être un point de vue un peu plus technologique, c'est amusant que les points de vue soient si différents. La première chose évidemment que je partage totalement avec toi, c'est que la première étape, c'est de susciter une émotion, ou pour prendre un mot un peu plus anglo-saxon, une connexion. C'est-à-dire réussir à établir un lien en fait, avec la personne qui voit la publicité. C'est évidemment un raisonnement publicitaire. La créativité, je la restreins là à la publicité, de mon point de vue. Ensuite, mon point de vue, c'est que dans la publicité, la créativité, elle est beaucoup utilisée pour en fait, chercher les contraintes et trouver comment dépasser les contraintes. On parle de contraintes technologiques, reconnaître les gens, qu'est-ce qu'on peut leur dire, comment on peut sortir de notre format publicitaire un peu fermé. Il y a un dépassement aussi des contraintes juridiques. Qu'est-ce qu'on peut faire, ne pas faire, comment on peut s'approcher des limites, être créatif tout en respectant la loi, ça c'est vraiment important. Et puis il y a aussi les contraintes qui ont été évoquées dans la première session, qui sont les contraintes d'attention, de non-intrusion, c'est-à-dire on ne peut pas être créatif au point d'envahir la vie des gens. Donc la créativité, elle a un rôle de jouer avec les contraintes sans les dépasser, mais en cherchant leurs frontières tout le temps. Et je crois que c'est le propre de la publicité de toujours aller chercher ces frontières-là. Puis le dernier point que tu as évoqué aussi, pour moi, c'est qu'elle est modérée par l'efficacité. On ne fait pas de l'art. Donc on peut être créatif, tout ce qu'on veut en publicité, mais à la fin il y a un modérateur et un juge de paix, c'est quand même l'efficacité. Alors c'est intéressant, on est parti de l'émotion pour ensuite aller à l'expérience, la contrainte, et puis toujours dans cette idée d'efficacité. Alors je pense que Karine, tu vas pouvoir un peu nous éclaircir sur le sujet. La data justement va venir renforcer cette créativité, mais la question au tout début que tout le monde se pose, c'est est-ce que moi j'ai de la data? Si oui, où est-ce que je peux aller la chercher et comment? On a beaucoup de data.
Beaucoup de data, déjà c'est historique, hein, puisque on a de la data source avec les abonnés. Donc on a déjà Prisma depuis de nombreuses années la capacité en fait à activer et gérer des gros volumes de data. Après, ce qui a évidemment beaucoup changé, c'est que la data aujourd'hui elle est très riche. Il y a plusieurs sources qui viennent du print, mais également issues de panel. Et puis il y a évidemment de la data qui va être issue du digital. Donc plusieurs sources de data et puis les évolutions aussi elles sont au niveau organisationnel et technologique. Voilà, donc l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est de s'organiser et d'être efficace pour justement aller chercher ces différentes sources de data, on va en avoir une quinzaine, voire une vingtaine, pour pouvoir les réunifier autour d'un socle commun, la rendre intelligente et de pouvoir la segmenter pour pouvoir l'activer très efficacement. Et c'est pour ça qu'en interne, on a nommé un Chief Data Officer, en la personne de Johan Donnet, et qui va être là justement pour, on parlait beaucoup de silos dans les discussions précédentes, mais son rôle est évidemment central et stratégique pour Prisma, pour faire en sorte que eh bien, cette data, au bout d'un moment, se parle. Donc, les sources de data, il y en a plusieurs. Philippe l'a évoqué tout à l'heure. Donc, rapidement, il y a évidemment tout ce qui est données abonnement, hein, issu du print. Il y a aussi les panels lecteurs chez Prisma, et on en a de nombreux sur des cibles différentes de par de la richesse des titres. C'est le CRM, effectivement, digital dont on évoquait. C'est aussi les données digitales liées au parcours consommateur. Donc là, on n'est plus sur de la donnée prédictive liée à des algorithmes et qui sont intéressants parce que ça va être une donnée, data, qui va être issue du comportement sur le web fixe, sur le mobile, sur les tablettes. Alors malheureusement, pour l'instant, c'est pas encore consolidé, mais on attend ça avec impatience. Donc voilà, donc différentes sources de data qui va effectivement nous permettre d'avoir une richesse dans l'activation des segments et dans l'activation de propositions de solutions. Voilà. Et puis, on travaille aussi, évidemment, nous, avec d'autres partenaires data, donc data providers, des sociétés aussi qui ont des technologies propriétaires et qui sont intéressantes pour activer certaines data selon les points de contact. Donc, on en parlera tout à l'heure. Et c'est intéressant à deux niveaux. C'est intéressant sur la partie enrichissement de data, parce que on a des datas où des segments on va être très performants et d'autres un peu moins bons. Donc voilà. Et puis ça peut être intéressant aussi sur de l'extension d'audience. Voilà, aller chercher de l'audience additionnelle sur des datas en lookalike. Voilà, on en parlera. Alors Caroline, justement, quand un annonceur vient te voir en te demandant s'il a de la data, qu'est-ce que tu lui réponds ? Oui. Alors oui, évidemment, tout le monde a de la data. Les éditeurs ont de la data, les marques ont de la data, les ayants droit ont de la data. Le tout, c'est de pouvoir y accéder et pouvoir l'exploiter. La data, c'est de la data. Donc quand on parle de first party data, c'est le patrimoine de la marque, c'est son empreinte, c'est son ADN. C'est ce qu'elle doit effectivement collecter pour pouvoir justement l'enrichir et l'exploiter. Ça passe évidemment par son CRM, ça passe par son site internet, ça passe par son social media, ça passe par son application mobile, par la conversation, donc son territoire de marque, ça passe par les gens qui se rendent physiquement, réellement dans les magasins, dans les boutiques, dans les cinémas, etc. Voilà, donc tout ça, ce sont tous ces points de contact, sa first party, sur lequel ensuite on va venir ajouter des paramètres exogènes, comme la météo, comme un résultat sportif, comme de la donnée comportementale. Voilà, il y a pas mal de choses. Et Adventory là-dessus est un partenaire privilégié. Donc voilà, le tout c'est de bien orchestrer, savoir faire fonctionner la first, la third party ensemble et coordonner intelligemment pour une bonne créativité derrière, puisque la data est source de créativité. Alors justement, Pierre-Antoine, avec Adventory, vous êtes à la croisée des chemins. D'ailleurs, tu peux peut-être rappeler un petit peu ce que vous faites et justement quel type de data vous utilisez et comment est-ce que vous travaillez avec Caroline, avec Karine. C'est intéressant la façon dont ça vient d'être évoqué, le sujet data en fait. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise toutes ces données disponibles pour personnaliser le message publicitaire, tout simplement. Donc on fait ça en temps réel pour chaque internaute, à chaque instant. On va faire en sorte que les publicités soient personnalisées. Et c'est assez marrant parce que quand on parle de données, on ramène tout de suite le sujet à la connaissance client. Et en fait, il y a beaucoup de données disponibles aujourd'hui qui ne sont pas de la connaissance client. On a évoqué quelques-unes, l'actualité, la météo. Et en fait, elles sont très importantes. Alors, comme on travaille, nous, dans la
création publicitaire, le message publicitaire, je vais vous donner des exemples très concrets. D'abord, une publicité, elle peut être plus utile. Et pour être plus utile, on va utiliser des données de l'annonceur. Est-ce qu'il reste des places dans l'avion? C'est quoi le vrai prix du billet? C'est quoi le vrai prix de la chambre d'hôtel? Est-ce qu'on ne fait pas une pub pour un hôtel où il n'y a plus de place? Donc ça, c'est de la donnée qui est disponible toujours auprès de l'annonceur qui va rendre la publicité plus utile, plus immédiate. Ça va aussi être, est-ce qu'il y a vraiment un point de vente ouvert en ce moment, pas trop loin de l'internaute? Là, on est dans l'utilité de la publicité. Et ça compte parce qu'on l'a évoqué en introduction, la publicité doit être moins intrusive. Et finalement, plus utile, c'est une façon d'être moins intrusive. Ensuite, la deuxième chose qu'une publicité doit être, elle doit être plus contextuelle. Plus contextuelle, ça veut dire la géologue, ça veut dire la météo, ça veut aussi dire l'actualité, le but de foot qui vient de passer, tout un tas d'informations qui vont rendre la publicité aussi plus contextuelle et donc mieux attirer l'attention parce qu'elle est dans son contexte. Et donc on va pouvoir consommer d'autres données. Et un troisième point qui est très important, qui est plus dans les relations qu'on a avec les éditeurs, qui est de la rendre moins intrusive. Moins intrusive, ça veut dire qu'elle doit être plus en adéquation avec le contenu dans lequel elle est mise. On va tenir compte du contenu dans lequel une publicité est mise pour rendre le message plus pertinent par rapport au contenu. Il y a beaucoup d'exemples à donner là-dedans et le temps qu'on a ne permettra pas de rentrer dedans, mais je pense que vous saisissez l'idée. C'est une pratique assez courante d'essayer de mettre en adéquation évidemment la publicité avec le contenu. Ça se fait beaucoup en print. Et finalement, le digital a un peu oublié cette nécessité de mettre en adéquation la publicité avec le contenu. Puis enfin, le dernier point qui a été évoqué là beaucoup, c'est de la rendre plus pertinente. Et pour la rendre plus pertinente, là, on va utiliser la connaissance client. Est-ce que c'est un prospect? Est-ce que c'est un client? Est-ce qu'il a déjà acheté il y a longtemps? Qu'est-ce qu'on sait de lui? Et là, on va pouvoir rendre la publicité plus pertinente. Mais finalement, voilà, il y a beaucoup de données disponibles relativement facilement qui peuvent permettre d'améliorer la création publicitaire sans pour autant rentrer dans les grands systèmes de collecte de données. Alors justement, pour rendre cette publicité plus pertinente et plus créative, il faut réunir un certain nombre d'acteurs autour de la table. Pierre-Antoine, comment est-ce que tu travailles justement avec tous ces acteurs et qui sont-ils? Alors, nous, on travaille évidemment beaucoup avec les agences créa, puisqu'on a un travail de scénarisation avec eux, on est un peu à leur service en leur donnant les outils technologiques pour scénariser une campagne et des créations. Parce qu'en fait, l'un des gros problèmes de vouloir rentrer dans cette créativité très fine et ce message très personnalisé, c'est la productivité des créas. Et donc produire beaucoup de déclinaisons, beaucoup de scénarios créatifs peut devenir très compliqué. Donc finalement, la technologie, elle vient un peu au service de l'automatisation de la création et de la créativité. Ça semble un peu absurde de mettre dans la même phrase automatisation et créativité, mais je vous promets qu'on y arrive. Et donc notre premier interlocuteur, c'est l'agence créa. Et puis ensuite, bien sûr, on a beaucoup d'interactions avec les agences médias, puisque elles sont plus dans une démarche d'efficacité. Et évidemment, à la fin, comme je l'ai dit en introduction, on sera sanctionné par l'efficacité de ce qu'on fait. Donc le but aussi de tout ce travail de personnalisation du message, c'est qu'à la fin, pour l'annonceur, la performance, au sens large du mot performance publicitaire, soit meilleure. Et donc évidemment, on a aussi beaucoup de collaboration avec l'agence média pour identifier quel emplacement, quel message performe mieux pour quel contexte. Alors Karine, toi aussi tu as un écosystème de partenaires assez complet de data providers. Est-ce que tu peux nous les présenter et nous raconter un petit peu comment ça se passe? Oui, alors c'est intéressant, effectivement, on a rencontré plusieurs partenaires et on les a choisis parce que ça nous permettait de proposer différentes solutions pour répondre à plusieurs problématiques annonceurs. Donc j'ai commencé par Radium One puisque Caroline est là, mais effectivement on travaille avec Radium One depuis le début de l'année et c'est intéressant puisque nous on est très fort sur les réseaux sociaux et là on active en fait Radium One pour connaître en fait et activer la data issue des réseaux sociaux et c'est évidemment des lecteurs qui sont extrêmement engagés. Donc on travaille avec eux sur principe de retargeting, donc pouvoir retoucher en fait les lecteurs à un plan média sur des sites externes et puis également en extension d'audience sur du lookalike. Voilà, donc ça c'est ce type de partenaires avec qui on travaille qui est intéressant non seulement pour l'activer sur des campagnes gré à gré mais également sur des campagnes display branding mais également sur des opérations spéciales puisque quand on met en place une opération spéciale, création d'une plateforme, ça coûte cher donc au bout d'un moment c'est aussi intéressant de pouvoir créer de la visibilité, engendrer de la visibilité supplémentaire. Donc voilà, ça c'est un type effectivement de partenaire avec qui on travaille. On travaille aussi avec Ezacus puisqu'on a monté notre DMP, nous, il y a maintenant 2 ans avec eux. Voilà, c'est intéressant parce qu'ils ont des algorithmes aussi sur le comportement, comme j'évoquais, des internautes, mais qui prennent aussi en compte toutes les actions qu'ils peuvent faire sur les publicités, sur le temps passé par page. Voilà, et effectivement, si on reste sur une page 2 secondes et 3 minutes, le centre d'intérêt est quand même pas le même.
Voilà. Et puis également, on sait d'où provient l'internaute avant d'arriver sur l'environnement Prisma. Donc on a aujourd'hui ESACUS qui nous permet du coup d'activer, on a 20 millions d'individus identifiés, 200 segments, et on peut donc proposer soit des segments, des segments sur des sociodémos, soit sur du comportemental. Donc on travaille beaucoup aussi sous forme d'audience planning en utilisant cette data. Et voilà, et cette data, on va pouvoir l'intégrer donc soit pareil de gré à gré sur du display et également en programmatique. Et ça, c'est le troisième point. C'est effectivement une autre techno qu'on utilise. C'est AppNexus, puisque la data et le programmatique, c'est quand même étroitement lié et ça prend, je dirais, même tout son sens. Voilà. Et donc, on est sur la place de marché d'Audience Square qui met à disposition sa technologie, et donc on met en place depuis plusieurs mois maintenant des Deal ID où on a possibilité donc de plugger notre DMP dans ces deals. Donc ça, c'est un troisième niveau de proposition. Il y a tout ce qui est marketing agile aussi. Voilà, on travaille, là il y a une campagne qui va être lancée avec TVTY, qui est donc sur des campagnes diffusées en temps réel. Voilà, qui est aussi intéressant puisque ça peut être lié à la météo, ça peut être lié à des événements sportifs ou télévisuels. Et nous, on a la chance d'avoir Télé Loisirs, qui est une machine de guerre en termes d'audience jour. Voilà, et donc du coup, effectivement, prend tout son sens lorsqu'on veut faire ce type de diffusion. Voilà, et là, la campagne qui va être lancée sur la météo, c'est intéressant, on va la faire sur 3 mois, lorsque au niveau local, la température atteindra 25 degrés. Donc voilà, donc ça, c'est ce type d'offre qu'on peut proposer sur le digital avec les partenaires. Et puis évidemment, il y a aussi le print où on peut faire vraiment des choses très intéressante, et là on travaille en fait avec la technologie de Kodak, et le principe est de personnaliser sa page de publicité, donc donner un code unique à chaque lecteur pour leur faire bénéficier d'une offre dédiée. Donc, il suffit, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce code unique qui va être intégré sur une page de pub va permettre, en fait, au lecteur de pouvoir bénéficier d'une offre promotionnelle, et donc soit de générer du trafic en magasin, drive to store, ou bien du trafic sur le site Internet. Et donc aussi, finalement, de se constituer une base CRM en générant du trafic sur le site du client. Donc une opération en fait et une technologie avec Kodak intéressante où on a l'exclusivité puisque ça avait été lancé déjà en Allemagne, UK, US, et donc c'est lancé sur le marché français. Voilà, et on va avoir une première campagne au mois de juin avec le secteur auto sur Télé Loisirs et Voici. Voilà. Donc rendez-vous dans ces 2 titres. Et autre point aussi important sur ce dispositif, c'est que vous avez possibilité de diffuser un code unique par lecteur sur l'ensemble de la diffusion. D'accord ? Ou bien on peut aussi activer uniquement, personnaliser les abonnés au magazine et également faire un ciblage par région. Voilà, donc une offre intéressante et innovante, et ça rejoint la data est aussi extrêmement créatif. Alors justement, donc tu disais un écosystème de partenaires pour travailler à la fois sur le digital, le print, casser les silos. Et justement, toi, Caroline, tu parlais de l'évolution des profils pour pouvoir accompagner ce changement. Karine, vous avez recruté un Chief Data Officer. Est-ce que tu peux nous partager un peu ta vision sur ces profils ? Alors, sur les fameux profils Madmen, donc ce fameux mot cher à Pierre-Antoine. Alors, non, j'aurais pas de conseils parce que ce serait très prétentieux de ma part. Par contre, nous, c'est tout notre intérêt en tant que techno, en tant que diffuseur, d'être confronté à des gens qui à la fois sont sensibles en fait à la créativité, à la scénarisation, et qui ont à la fois connaissance de leur patrimoine, donc de leur paid, own, earned data, puisque c'est beaucoup plus intéressant et passionnant de monter des mécaniques riches avec les annonceurs, leurs agences médias. Ça va au-delà d'une campagne classique. Donc c'est tout notre intérêt.
Maintenant, oui, effectivement, l'idée, c'est de faire ce que nous, on a fait aussi en interne, et ce que toutes les technos font, c'est de réunir le côté gauche et le côté droit du cerveau. C'est la créativité et la technologie. Donc, pour ça, j'ai un petit témoignage, en fait. Je pense qu'il sera peut-être plus intéressant qu'un conseil, qui illustrera peut-être un petit peu mieux, je pense que ça va être lancé en régie, qui illustre la réconciliation du madman et du matman avec un vrai madman. Écoute, moi, la programmatique, normalement, ça devrait être tout ce que je déteste. N'a pas de son. Moi, je viens de la création, je viens du message, je viens des mots, donc je viens vraiment de la Est-ce que vous pouvez monter le son en C'est pas madman. Mais je trouve ça génial, parce que ce qu'on a fait par exemple avec Radio One et ZAM sur le lancement de la 4G, ça permet justement d'utiliser tous ces formats créatifs d'une façon beaucoup plus productive. Est-ce que tu peux peut-être nous présenter le discours? En fait, c'est un témoignage de Jean-Michel Sassard, qui est l'ancien l'ex-directeur marketing de Bouygues Télécom. Qui explique justement que la programmatique et que le marketing one-to-one et la technologie, c'est tout ce qu'il déteste et tout ce qui devrait être à l'opposé de ce qu'il est aujourd'hui, à savoir les mots et la créativité et le concept de scénarisation, et que justement la combinaison en fait, de la technologie et de la créativité donne des résultats et des performances exceptionnelles, et que ça prend tout son sens quand c'est combiné ensemble. Est-ce que vous pouvez nous la remettre, la vidéo, ou pas? Bon. Donc voilà, après au-delà de ça, effectivement c'est compliqué. Normalement ça devrait être tout ce que je déteste. Moi je viens de la création, je viens du message, Très bien, je viens des mots, donc je viens vraiment de la création publicitaire. Mais je trouve ça génial, parce que ce qu'on a fait par exemple... Bon, il dit que la data c'est tout ce qu'il déteste et que finalement... à la base c'est tout ce qu'il devrait détester, et quand il a découvert qu'il a testé et qu'on a monté une opération pour le lancement de la 4G sur de la scénarisation et en utilisant justement toute l'intelligence de la data, c'est devenu super excitant, parce qu'on a même utilisé des célébrités, et que quelque part la data c'est pour ça qu'on a monté un événement, on va dire, qui s'appelle 50 Shades of RTB. C'est parce qu'on a 50 nuances et 50 façons d'utiliser le programmatique, et que le marketing one-to-one permet toute cette flexibilité en termes de créativité. Donc pour conclure, quand même, l'avenir appartient à ceux qui maîtrisent la data. Complètement, à ceux qui la maîtrisent, ceux qui savent l'exploiter, et à ceux qui auront, non pas peut-être pas dans le même cerveau, mais cette capacité à jongler avec les deux côtés, et c'est aussi ce qui est passionnant, et c'est ce qu'on a fait donc en interne chez Radio One. On a plus de la moitié des effectifs qui est ingénieur, techno, data scientist, etc. Et le choc des cultures est passionnant. Alors justement, pour rebondir sur ce choc des cultures, Karine, tu me parlais de smart media. Et je crois qu'on retrouve aussi ce choc des cultures, ou en tout cas cette évolution du média. Est-ce que tu peux nous rappeler les grands enjeux ? Et du coup, comment Prisma prend le tournant ? Smart Media, on va dire, c'est de mixer la technologie et le journalisme pour accentuer la fidélisation et l'expérience utilisateur. Donc, c'est mettre à disposition la connaissance en fait de nos lecteurs au service des journalismes pour qu'ils puissent pousser le bon contenu aux lecteurs. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le Graal, et ça nécessite évidemment, il y a des enjeux, et ça nécessite aussi une réorganisation, enfin une organisation. Donc comment y arriver ? C'est déjà développer tout ce qui est, on va dire, data login, c'est-à-dire comment déjà éduquer les internautes, comment les rassurer pour qu'ils nous laissent des informations sur qui ils sont, quelles sont leurs attentes. Donc il y a évidemment un rôle pédagogique important pour nous auprès de les lecteurs. Et si on arrive à faire ça, effectivement, au niveau des rédactions, c'est très virtueux, puisque ça permet de les fidéliser, de faire en sorte qu'ils passent beaucoup plus de temps, puisqu'ils vont avoir un contenu qui est vraiment, qui correspond vraiment à leurs attentes au moment où ils viennent sur le site, de customiser aussi finalement et de personnaliser entièrement leur page, leur site. Et puis c'est virtueux aussi pour la publicité, puisque voilà, le fameux proposer le bon message au bon moment, etc. Donc ça, c'est vraiment un enjeu très important chez nous. On a commencé sur certaines applications déjà. Voilà. Et puis c'est évidemment organisationnel au niveau des rédactions, et on a commencé sur le lancement du newsroom sur le pôle télé, où on a fusionné les 3 rédactions, Télé Loisirs, Télé
2 semaines étaient les grandes chaînes. Voilà, 108 journalistes qui vont déjà en fait écrire sur l'ensemble en fait des devices. Donc ça nécessite effectivement aussi une implication des rédactions, du marketing édito, et puis évidemment de la DSI, hein, puisque ça nécessite des nouveaux moyens d'écrire et de diffuser le contenu rédactionnel. On parlait de contenu liquide tout à l'heure avec Philippe. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le smart media et qui est intéressant. Alors justement, pour illustrer un petit peu et pour finir, on parlait beaucoup de personnalisation, de customisation. Je crois que vous avez quelques cas à nous présenter, à la fois toi et puis en commun avec Caroline. Est-ce que tu peux nous présenter tout ça, Pierre-Antoine ? Comme le temps est ce qu'il est, pour passer rapidement, ça c'est une campagne que nous avons fait ensemble pour Coca-Cola, qui avait vocation en fait à utiliser un peu la philosophie de Coca-Cola, qui est de réutiliser le nom, évidemment, enfin le prénom de ses clients. En l'occurrence, c'était un jeu sur le web qui permettait d'envoyer ses vœux à quelqu'un. On récupérait à partir de là les prénoms et on arrivait à retargeter des gens avec des publicités en leur présentant le prénom de la personne qui a fait un vœu et le prénom de la personne à qui le vœu était destiné. Ça veut dire que chaque personne finalement voyait des publicités qui sont dans le même esprit que ces bouteilles de Coca-Cola personnalisées, où on se retrouve avec son prénom dans une pub, ce qui est toujours assez surprenant, hein, avec des réactions forcément surprenantes des internautes. Donc ça, c'est un premier cas intéressant sur lequel on a travaillé ensemble avec Radium. Et Starcom, absolument, la partie concept créa venait de Starcom. Nous, on a fourni de la techno, vous avez fourni le trading et le ciblage des internautes. C'était un très bon cas. Donc, ça, je te passe la main sur celui-là. Celui-là, je l'ai toute seule. Alors, le premier cas était un cas de créativité par la scénarisation et la personnalisation du message. Donc, on a essayé vraiment d'illustrer des cas de tout type d'émotions. Ce cas-ci a été fait avec Dentsu et KFC sur de la créativité par la géocustomisation. Donc on s'est servi vraiment de la data avant le lancement de la campagne pour analyser la fréquence de toutes les personnes, tous les internautes qui passaient régulièrement devant un KFC. Donc on a étudié toutes les coordonnées GPS de tous les KFC, donc dans un rayon de moins de 20 mètres, autour de chaque KFC de France. Et quand on a étudié le passage régulier de chaque internaute devant les KFC, on a pu dire très bien, ces gens-là, on va aller pouvoir leur adresser un message le soir quand ils sont chez eux, tranquillement, posés, ou le matin avant de partir au bureau, pour aller les inciter à faire du drive to store. On s'est servi de la data, bien évidemment, avant le lancement, et pendant, pour optimiser, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des jours de pointe, des horaires de pointe, des jours où c'était plus pertinent. Donc cette data nous a servi avant, pendant, et bien évidemment après, pour tous les insights que ça a ramené en termes de KPI. Et donc la campagne est en cours, la première phase est déjà passée, et les performances sont exceptionnelles. Ça, c'est un autre cas que nous, on a fait de notre côté, là, sur beaucoup de supports. Beaucoup de gens qui sont dans la salle sont concernés par cette campagne. Donc on a opéré pour SFR une campagne là, qui est plus centrée sur la connaissance client, en utilisant la connaissance client que SFR accumule grâce à ses plateformes de collecte de données. On a pu faire en sorte de présenter une publicité qui était parfaitement en adéquation avec cette connaissance client. Ça veut dire, si c'est quelqu'un qui est abonné à la fibre, il aura un message différent que si c'est quelqu'un qui n'est pas abonné. S'il a déjà un mobile, on lui présentera un message différent. S'il est dans une zone géographique nouvellement couverte par la fibre, il aura un message qui l'invite à passer de la DSL à la fibre. Enfin, tous les messages étaient très précisément segmentés par les équipes d'SFR pour réussir à faire en sorte que le message soit le plus pertinent possible au regard de la connaissance client. C'est un cas assez typique et qui a été décliné sur énormément de supports différents, y compris sur des habillages ou du mobile. Enfin, ce qui était vraiment intéressant dans la campagne, c'est de montrer qu'un concept de campagne de base, un scénario dans la relation client, pouvait être décliné, tous médias confondus, de façon parfaitement homogène. Et voilà, c'est une campagne qui a été utilisée à Noël et au premier trimestre pour le lancement des offres. C'est moi qui ai le beeper, pardon. Ça, on a déjà eu. On tourne en rond, pardon. Très bien, merci beaucoup. Et du coup, pour finir, Pierre-Antoine, quels sont, selon toi, les grands enjeux, les grands défis à relever justement sur le digital et comment est-ce que vous y participez ? Le sentiment qu'on a, nous, c'est que aujourd'hui, la data, elle est vraiment uniquement liée à la mesure de performance et au clic. Et je pense qu'on doit vraiment... Enfin, la data, elle ne doit plus être au service de la performance et du clic. Et je pense qu'on doit dépasser ce cap-là. C'est un cap qu'on doit collectivement dépasser. C'est vrai qu'avec vous, on a beaucoup de boulot pour le dépasser ensemble. Et je pense qu'on doit démontrer aux annonceurs que le programmatique, cet écosystème,
centré sur la data est capable d'amener des choses au branding et à la construction de marques sur Internet. Et je pense que c'est quelque chose qui aujourd'hui est pas encore transformé. On perçoit encore la data comme un outil au service de la performance et je suis impatient que cette transformation ait lieu et d'y participer. Vous voulez rajouter un mot toutes les deux pour finir ? Moi, je dirais la data, oui, c'est bien, mais pas que. C'est efficace, associé aussi à du branding, à la contextualisation. Et l'important, c'est aussi de, on va dire, verrouiller dans quel écosystème on va être diffusé. Voilà. Donc, évidemment, d'où l'intérêt aussi d'utiliser la data dans les groupes médias, c'est que vous êtes dans un environnement secure et brand safety. Merci. Moi, je dirais simplement qu'on n'a jamais, les annonceurs aujourd'hui, les marques n'ont jamais eu autant de data et de capacité justement de pouvoir cibler et donc personnaliser et apporter de la créativité à leurs consommateurs ou à leurs prospects. Maintenant, voilà, depuis que l'homme est sur ses deux pieds et qu'il a inventé le commerce, il a toujours eu ce besoin, il l'a eu, il aura toujours ce besoin de séduire son consommateur. Donc la séduction, on l'a dit, passe par l'émotion et passe par la créativité. Donc je suis ravie de voir que le marketing one-to-one, le programmatique aussi, amène à la créativité. Et c'est tout ce qu'on fait aujourd'hui. Merci à tous les trois pour ces échanges. Merci beaucoup.